L'affaire des filles d'Alcácer est un crime qui s'est produit en 1993 et qui continue de faire parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, parce que c'est cette année-là que 3 mineurs ont été assassinés et torturés. Deuxièmement, parce que même si l'affaire est classée, elle reste encore non résolue. Et à la fin de cette vidéo, allez-vous comprendre la raison de tout cela? Troisièmement, car il y a 2 versions de cette affaire. L'une est la version officielle, qui est la plus discutée, et l'autre est celle qui tente de relier les éléments laissés de côté par les policiers et les fonctionnaires chargés de cette enquête. Une affaire des plus intéressantes, mais qui a un fond digne d'être discuté, remis en question et exposé. Comme cela va se passer dans la vidéo suivante. Mais avant de commencer, je vous informe que sur cette chaîne, nous avons tes 10 secondes et non pas des youtubeurs, instagrammeurs ou streamers qui font la promotion de ce qu'ils font. Tes 10 secondes d'aujourd'hui sont pour Énigme. C'est une chaîne de mystère, de terreur et de suspense. Ici, vous allez trouver des vidéos sur les enfants aux yeux noirs, les cannibales de l'Arctique et les morts les plus étranges. Si vous aimez ce type de contenu, je vous laisse le lien dans la description. Au début des années 60, le monde était en pleine guerre froide. Les puissances des 2 côtés de l'océan craignaient une attaque massive contre elles, et les télécommunications commençaient à prendre de plus en plus d'importance. N'oubliez pas que vous pouvez regarder ce cas particulier sans censure, sans publicité, et même avant tout le monde. Appuyez sur « Rejoindre » ci-dessous, choisissez l'abonnement Maître Sombre numéro 2, puis allez dans l'onglet « Communauté ». Maintenant, oui, sans plus tarder, commençons avec l'affaire du jour. Alcácer est un petit village de la province espagnole de Valence. Il compte une population d'environ 7000 habitants. Il est entouré de petites villes situées à 1 ou 2 km de distance. Il possède surtout un terrain idéal pour les randonneurs. Antonia Gómez Rodríguez est née à Valence, en Espagne, le 25 mai 1977. On l'appelait Antony, un pseudonyme qu'elle avait choisi avec plaisir car elle détestait son prénom de naissance. Tony était timide. En 1992, Tony attendait d'avoir 16 ans, elle avait terminé sa scolarité et voulait commencer à travailler pour gagner un peu d'argent. Maria Deseada Hernández Folch, connue sous le nom de Désirée, est née presque 1 an après Tony, en février 1978. En 1992, elle avait 14 ans. Miriam García Iborra est née le 28 juillet 1978. Elle était la plus âgée du groupe. Ses 3 filles, nées à Valence et élevées à Alcácer, étaient des amies très proches. À elles se joignait Esther Diaz Martinez. Esther a eu la chance de ne pas avoir accompagné ses amis le jour où tout cela s'est produit à cause d'un malaise. Apparemment, elle avait la grippe, tout comme ses parents, et elle avait décidé de rester chez elle. Le 12 novembre 1992, Tony a appelé une station de radio locale, la 107, et il a dédié une chanson à son groupe d'amis, qui comprenait Esther, Myriam et Désirée. La chanson était Major Tom de Peter Schilling. À partir de ce moment-là, les situations qui semblaient en être quotidiennes se sont transformées en détails nécessaires pour ce qui allait arriver. Dans cet appel, l'animateur de la radio demande à Tony ce qu'il allait faire pendant le week-end. En résumé, elle lui dit qu'elle ignorait cela, mais qu'elle ne resterait pas chez elle. Tony et ses amis allaient disparaître le lendemain. Tony, apparemment, avait passé l'après-midi avec son autre amie, Esther. Myriam, après avoir été avec Désirée à l'école, a été vue par ses parents lorsqu'elle est rentrée chez elle. Son père Fernando était alité, grippé. Finalement, le groupe d'amis s'est retrouvé chez Esther. Elle comptait aller à une fête dans un village voisin.
Plus précisément dans une boîte de nuit appelée Couleur, où les camarades de classe des filles organisaient une fête. Pour récolter des fonds pour un voyage de fin d'études. Le club ou la discothèque, comme il est mentionné dans toutes les déclarations de l'affaire, se trouvait dans une ville voisine appelée Picassent, qui était littéralement de l'autre côté de l'autoroute d'Alcacer. Selon les suppositions, les 3 filles s'apprêtaient à aller à la discothèque Couleur. Cependant, des déclarations faites après les faits ont démontré que l'on ne savait pas vraiment quelles étaient les réelles intentions des filles. Ce vendredi soir, elles sont sorties de la maison d'Esther vers 20h et ont été vues par plusieurs témoins alors qu'elles se dirigeaient vers la boîte de nuit, malgré le fait qu'elles aient été aperçues à moins d'un pâté de maison du club. Elles ne sont jamais arrivées à destination. Elles sont venues s'ennuyer. J'ai proposé « On joue aux cartes à la...» Elles ont d'abord accepté puis ont changé d'avis pour aller à Color. Et elles ont dit « On y va à pied ou en stop ?» Elles ont dit « On y va en stop ». Elles sont parties et on n'a plus eu de nouvelles. Plusieurs témoins oculaires ont vu les 3 filles la nuit de leur disparition. Même si la chronologie serait un peu confuse. Elles n'avaient pas d'argent à dépenser à l'intérieur du club et elles n'avaient pas non plus de billets à l'avance ni de prévente pour entrer. Apparemment, les filles ont été vues par une connaissance avant qu'elles ne quittent la maison d'Esther. Francisco Antonio Soria connaissait les filles du lycée et a parlé brièvement avec elles. Quand Francisco a parlé avec les filles, il leur a demandé si elles allaient à la fête de fin d'année à Color, et selon lui, elles ont répondu non. Cela contredirait clairement la déclaration officielle ultérieure, et c'est ici que les versions commencent à s'embrouiller. La chronologie est très importante dans cette affaire, cependant, elle comporte ces interruptions. Aux alentours de 20h15, Esther pensait que ses amis s'étaient partis, mais une connaissance se rappelait les avoir vues assises sur le trottoir, à quelques pâtés de maison. Ce garçon plus âgé, François-José Herbaz, passait en voiture avec sa petite amie. François n'était pas leur ami, mais il les connaissait de vue et a proposé de les emmener où elles voulaient. Les 3 filles, faisant de l'autostop, ont dit à François qu'elles allaient à la discothèque Color. François les a aidées mais a dû les déposer plusieurs pâtés de maison plus tôt à cause d'une fuite de carburant dans sa voiture. Il n'a pas pu les emmener jusqu'à la porte, il a dû faire un détour par un atelier de réparation. Un autre témoin a vu les filles marcher dans la rue principale de Picassent. De là, elles pouvaient aller directement à la discothèque. L'argument ? Un témoignage oculaire plus intéressant est venu d'une source totalement extérieure, apparue quelques jours après le signalement de la disparition des filles. Maria Dolores Badal Soria était une femme de 63 ans qui avait vu les 3 filles se promener devant sa maison à Picassent. Elle a estimé qu'il était environ 20 heures, ce qui, encore une fois, complique davantage la chronologie des événements. Cette femme âgée se souvenait avoir vu les filles monter dans une petite berline blanche à 4 portes alors qu'elles étaient à seulement quelques minutes de leur destination. Un autre détail très important était que Maria avait vu quelques hommes à l'intérieur de ce véhicule mystérieux. Vous vous souvenez d'au moins 3 ou 4 hommes à l'intérieur, ce qui soulève une question sans réponse. Combien de personnes peuvent tenir dans une voiture aussi petite ? Selon la dame, 7 personnes sont sorties à toute vitesse de cette berline blanche, dont elle n'avait pas pu reconnaître la marque et le modèle. Ce serait la dernière fois que les filles seraient vues en vie. À partir d'ici, le mystère commence. Lorsque les filles ne sont pas rentrées à la maison ce soir-là, chacun des parents s'est inquiété. Ils se connaissaient tous. Tous les parents se sont rendus à leur poste de garde civile locale à Picassent. La garde civile correspond à la police nationale en Espagne. Là-bas, ils ont signalé que les filles avaient disparu. De la même manière, les recherches sérieuses ne commenceraient que plusieurs jours plus tard. Le lundi 16 novembre au matin, les 3 filles n'étaient toujours pas rentrées chez elles. Leurs parents savaient que quelque chose de grave était arrivé. Les filles n'avaient jamais fait une chose pareille et ils étaient sûrs qu'elles ne s'enfuiraient pas ensemble.
De cette façon, surtout en considérant qu'elle n'avait ni argent ni ressources pour aller très loin. À partir de ce moment-là, les suppositions indiquaient que les filles avaient été enlevées. La semaine suivante, alors que novembre finissait, la police a interrogé amis et famille des 3 filles pour tenter de trouver un indice sur leur localisation. C'est alors que la garde civile a recueilli presque toutes les déclarations des témoins, y compris le témoignage de Madame Maria Dolores Badal. La garde civile a découvert que les 3 filles n'étaient pas arrivées à la discothèque Cooler. Tout au long du chemin vers Picassend, les filles avaient disparu. Le père de Myriam, Fernando Garcia, deviendrait le visage le plus public de l'enquête. Il était le pilier du groupe de famille et des filles disparues. Fernando Garcia était un père travailleur et, au moment de la recherche de sa fille, il déclarait lui-même avoir le cœur brisé. Il a commencé à apparaître dans toutes les émissions de radio ou de télévision qui pouvaient apporter de la visibilité à l'affaire. Quelques jours seulement après la disparition des 3 filles, il est passé dans l'émission de télévision Qui sait où, présentée par Paco Lobaton. Avec lui se trouvait l'amie des filles, qui avait été avec elles peu avant leur disparition, Esther Diaz Martinez. Enfin, vous pouvez déjà imaginer dans quel état se trouve cette famille et les autres familles avec lesquelles nous allons parler. Ce jour-là, Fernando Garcia Diaz. Durant les recherches, nous l'avons vécu intensément, porté par la forte collaboration des téléspectateurs apportant des indices. Elles étaient souvent contradictoires, mais elles venaient de toutes les latitudes. Les témoins le faisaient à visage découvert et pleinement identifié, avec une véritable empathie. Cette émission a toujours bénéficié des conseils policiers d'Esteban Gandara, qui était l'inspecteur de police expert en disparition. Et il a vérifié toutes les informations avec les responsables de l'enquête, en plus de les partager avec les familles. Mariola Cubels s'est chargée de traiter l'affaire pour un journal reconnu. Et elle a parfaitement résumé ce qui s'est passé après l'émission. Qui sait où? Avec l'empathie des gens. C'étaient des filles comme les autres. Elles appartenaient à des familles structurées, de classe moyenne, d'un village tranquille. Elles pouvaient être nos voisines, nos filles, nos cousines. Tout le monde connaissait cet environnement, ce qui explique notre forte empathie pour cette histoire. C'était le premier grand choc médiatique des chaînes privées qui avaient beaucoup plus de capacité à absorber ce type de contenu. Mais personne n'avait la culture audiovisuelle des émissions de ce genre, et nous avons tous perdu la tête. Quelques jours plus tard, la garde civile a commencé à utiliser la force, essayant de faire parler les délinquants locaux qui avaient été récemment libérés. Tout cela sans obtenir la moindre information. Les jours sont devenus des semaines et la mairie d'Alcácer ne pouvait toujours pas rester les bras croisés. Ils ont donc imprimé des milliers de tracts contenant des photos de Tony, de Cyr et de Myriam à distribuer dans toute la ville. Malgré le fait de recevoir des indices de tous les coins du pays et même d'élargir les recherches aux environs de Grenade et de Pampelune. La garde civile n'a même pas été près de retrouver les filles. En décembre 1992, les recherches ont continué à s'étendre. Le ministre de l'Intérieur espagnol, José Luis Corcuera, s'est personnellement intéressé à l'affaire, désormais couverte par les médias nationaux. Sous sa supervision, un groupe réunissant la Guardia Civil et la Police nationale a été créé, organisation parfois comparée au FBI. Ce groupe de travail est appelé Unité des Opérations Centrales, l'Unité des Opérations Centrales. Ils étaient basés à Valence, la plus grande ville, proche à la fois d'Alcácer et de Picassent. L'affaire est parvenue jusqu'au président du gouvernement espagnol, Felipe González. La veille de Noël 1992, il a reçu la famille des 3 filles disparues et a écouté leurs supplications. Il a promis d'attribuer plus de moyens à la recherche, dans l'espoir d'une résolution rapide. À ce stade, la recherche s'est étendue aux pays voisins, voire aux continents limitrophes. L'affaire a été transmise à Interpol, qui a commencé à ajouter des pays proches, européens et africains, comme lieu d'intérêt potentiel. Cette veille de Noël a aussi marqué un autre moment clé de Quien Sabe Donde, qui comprenait des interviews des familles et des filles chez elles.
Cette émission, qui au départ avait aidé à élargir la recherche à la télévision, était en train de devenir un centre sensationnaliste et à scandale qui jouait avec la douleur des autres. Rien que pour avoir plus de téléspectateurs. Plus. Le frère de Myriam, Martin, âgé de 8 ans, a prononcé une sincère supplique écrite à la main à toute personne qui pourrait connaître l'endroit où se trouvait sa grande sœur. À ce stade, le père de Myriam, Fernando Garcia, avait quitté son travail et cherchait des réponses concernant sa fille à plein temps. Dans les mois suivants, il comptait visiter plusieurs agences de presse européennes, dont la British Broadcasting Corporation et Sky News. Il essayait même d'organiser une rencontre en face-à-face avec le pape Jean-Paul II dans le but de diffuser l'histoire des 3 filles d'Alcácer dans des églises et des chapelles du monde entier. L'affaire restait au centre de l'attention médiatique espagnole. Le plus dur pour Fernando Garcia, c'était qu'il était à l'étranger pour faire connaître l'histoire de sa fille. Les corps des 3 filles étaient en train d'être découverts près de chez lui. Et j'ai appelé les studios de Radio Nationale ici à Valence et ils m'ont dit « Écoutez, nous ne pouvons pas vous répondre maintenant. Nous sommes occupés avec l'affaire des filles d'Alcácer. » Et je lui ai dit « Écoutez, je suis leur père. » Et alors il m'a dit « Vous n'êtes pas au courant de rien ?» Je dis « Eh bien non, il s'est passé quelque chose. » Il dit « Eh bien, ils ont trouvé 3 cadavres. » Ici, on arriverait à l'un des tournants de l'affaire. 2 mois après la disparition initiale, les corps ont été retrouvés dans le village montagneux de La Romana. La Romana, à cette époque, comptait à peine 2000 habitants. Cela ressemblait à un village de banlieue ordinaire. Des buttes de terre et des collines l'entouraient. Gabriel Aquino González, agriculteur retraité de 70 ans, s'est ensuite consacré à l'apiculture, comme passe-temps. Il gardait ses ruches près de la propriété d'un membre de sa famille, José Sala, presque du même âge, avec qui il s'entendait bien. Les 2 hommes avaient garé leur véhicule au bout d'une rue Eran, vers 10 heures du matin. Ils voulaient profiter du soleil pour travailler sur les ruches, qui étaient situées près des ruines d'une vieille maison abandonnée. Ayant un peu de temps, José Sala s'est assis pour se reposer et fumer une cigarette. Gabriel González a décidé de se promener dans les environs. Pendant 20 minutes, Gabriel a exploré la zone autour des 2 bâtiments autrefois habités et désormais abandonnés. C'est à ce moment-là qu'un objet brillant sur le sol attire l'attention de Gabriel. L'homme de 69 ans a eu peur. Gabriel a crié et s'est dirigé vers l'endroit où se trouvait José, qu'il a rencontré à mi-chemin. Il lui a dit qu'il y avait quelque chose près d'ici, mais qu'il n'avait pas pu bien voir. Les 2 hommes se sont approchés lentement. Ce qu'ils ont trouvé, c'était un tas de branches et de buissons épars qui semblaient avoir été jetés sur un puits allongé. José Sala a enlevé des branches pour découvrir ce qu'il y avait dessous. L'objet réfléchissant qui avait attiré l'attention de Gabriel était une montre assez grande. Souvenez-vous de cet élément, car il fera partie de l'enquête privée. Mais José découvrit que cette montre n'était pas seule. Avec elle, il y avait une main. La découverte de José Sala et Gabriel Aquino González à La Romana, ce jour-là, ajouterait un mystère à l'affaire du meurtre des 3 mineurs. L'histoire avec l'homosexualité. Comment l'Espagne fonctionnerait-elle et comment la façon dont tout un pays aborderait ce type de cas changerait-elle? C'était une histoire qui commencerait à se charger de théories du complot, de rumeurs de corruption policière et politique et d'innombrables spéculations. Dès le début, l'incompétence a entaché les actions sur la scène du crime. Pas d'une seule personne, mais de toute une équipe. Le juge José Luis Bort a mis plusieurs heures à arriver sur le lieu de la découverte des corps à La Romana. À ce moment-là, il supervisait l'excavation d'un autre corps dans une zone voisine. De plus, lorsque les 2 apiculteurs ont découvert le puits, ils ont cru que la main exposée était celle d'un homme. Personne n'était vraiment pressé d'arriver. La grande horloge et la supposée main d'homme allaient devenir l'une des pierres angulaires de l'enquête privée. Cet après-midi-là, José Luis Bort est arrivé sur les lieux avec sa greffière, Ángels Fontcuallado. Plus tard, elle deviendrait une figure importante et finirait par devenir la juge qui superviserait le procès contre le principal suspect de l'affaire.
Il convient aussi de noter qu'en date du 27 janvier, le ministère de l'Intérieur a remplacé l'équipe chargée du groupe de travail local pour retrouver les filles. Le matin du 27, l'équipe qui s'était déplacée à Valence pour superviser les recherches a été renvoyée à Madrid. Elle a ensuite été remplacée par une équipe menée par le capitaine Francisco Bueno. Cette escouade, appelée l'Unité des opérations centrales, comprenait également le lieutenant José Miguel Hidalgo Dominguez, qui partagerait des paroles dures sur l'enquête des décennies après les faits. Il se trouve que le seul jour où l'Unité des opérations centrales n'était pas présente, les corps ont été retrouvés dans la zone. Cela a été terrible pour l'enquête, car l'exhumation des corps, qui a eu lieu sans la supervision de cette force spéciale, a fait dérailler toute l'enquête à jamais. Les corps de Tony, Désiré et Myriam ont été découverts dans un grand puits creusé plusieurs mois plus tôt. Ils étaient en train de se décomposer, empilés les uns sur les autres. Le juge José Luis Bort a déclaré que les informations resteraient secrètes, du moins dans un premier temps. Cela a interdit aux deux apiculteurs de parler aux médias ou à qui que ce soit. Cela a empêché l'accès à la scène du crime sans supervision. Cependant, la scène du crime n'a été bouclée que plusieurs heures après la découverte des corps, compromettant ainsi l'intégrité de l'enquête. Il existe maintenant des informations absurdes sur la façon dont les policiers ont agi lorsqu'ils sont arrivés sur la scène du crime après que les apiculteurs ont contacté la garde civile. Il faut prêter une attention particulière à cela, car c'est vraiment incroyable. L'excavation a été réalisée presque immédiatement. Personne n'a pris de photos de la scène, ni effectué une recherche approfondie avant de sortir les corps du puits. C'est quelque chose de très étrange. Dans le protocole policier normal partout dans le monde, il est courant de prendre des photos de la scène du crime avant de retirer les corps. Dans ce cas particulier, la police et les secouristes ont décidé de manipuler la scène. Avant de prendre toute photo, une seule photo indépendante des corps a été prise, tels qu'ils ont été trouvés. Mais tout ce que l'on peut voir, c'est simplement une tache de terre et de boue. La personne responsable des photos de la scène du crime. Il a ensuite déclaré qu'il avait dû arrêter de faire son travail pour aider ses collègues, qui étaient soi-disant fatigués. Et c'est compréhensible s'il s'agit de déterrer un corps qui est recouvert de terre et de pierre. Mais ici, la main était déjà dehors. Ce qui suppose que la couche de terre qui recouvrait les corps faisait à peine 5 cm. Et c'est une autre chose qui ne colle pas dans le travail des officiers. En continuant, des officiers et la police ont extrait les corps du puits. Apparemment, ils découvriraient qu'ils avaient été enveloppés dans une sorte de grand tapis. Les registres montreraient que plusieurs membres de la force d'enquête pensaient que le tapis était bleu, mais des photos ultérieures montraient qu'il était vert ou marron selon la lumière. 2 des filles avaient été décapitées et leurs mains étaient attachées avec une sorte de corde noire. Cependant, plusieurs objets ont été découverts avec les corps. La police a pris des photos de ces objets individuels après les avoir sortis du puits. En d'autres termes, il était impossible de déterminer visuellement comment ils avaient été trouvés, s'ils avaient été découverts sous les corps, au-dessus des cadavres ou sur le côté. Ces objets ont ensuite été classés et photographiés ensemble, et plusieurs d'entre eux n'ont même pas été recueillis comme preuve. Objet récupéré. Sur place, un grand t-shirt que les agents pensaient appartenir à une victime. Il y avait aussi, à l'intérieur et autour du puits, une veste en velours côtelé déchirée, 2 fibres synthétiques noires, un morceau de papier avec une écriture illisible, 2 petits morceaux de bois trouvés au bord du puits. Une corde qui avait été trouvée à quelques centimètres des corps, plusieurs cheveux et morceaux d'os, dont une phalange et plusieurs vertèbres. Une cartouche de jeu vidéo, des morceaux aléatoires de ce qui semblait être des déchets. Au fond du puits, on a également découvert ce qui semblait être la douille d'une balle usagée. La triste vérité, c'est que la plupart de ces preuves ont été placées dans des sacs en plastique, où elles resteraient pour une durée indéterminée. Dans certains cas, pendant des heures, mais dans d'autres, pendant des jours.
Pour mettre tout ce qui s'est passé en perspective, George Shiro, un scientifique médico-légal du laboratoire de criminalistique de la police d'État de Louisiane, a affirmé que sous aucune circonstance, il est supposé que les preuves humides ne doivent pas rester dans un sac en papier ou en plastique pendant plus de 2 heures. Des preuves humides scellées favorisent la croissance bactérienne, risquant d'endommager des preuves précieuses. Cela signifierait que champignons et moisissures pourraient se développer, ce qui peut ruiner définitivement les preuves médico-légales. Ce qui malheureusement est arrivé. Une certitude demeurait au milieu de ces événements. La découverte des 3 corps, le corps de Tony Gomez Rodriguez, celui de Désiré Hernandez Folch et celui de Myriam Garcia Iborra, allait changer l'Espagne pour toujours. Avec l'exhumation des corps, la collecte des preuves et le début de l'enquête. Comme s'il y avait une normalité. Incroyablement, avant la fin de la journée, la police allait arrêter un suspect. Les 75 jours depuis la disparition des 3 filles verraient la région d'Alcacer unie dans les efforts pour les retrouver, et leurs visages seraient affichés à presque tous les coins de rue. La police devait agir rapidement. Maintenant que les corps avaient été retrouvés, il fallait désormais trouver un suspect. Les déchets trouvés à côté des corps ne correspondaient en rien à l'enquête. Mais dans la zone autour du puits où les filles avaient été retrouvées, les enquêteurs avaient découvert quelques morceaux de papier. Lorsqu'ils les ont assemblés, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une brochure d'un hôpital voisin. Il s'agissait de l'hôpital universitaire l'AFE, situé à quelques heures au nord-est, dans la capitale de la région de Valence. Il s'est avéré que c'était une brochure pour patients ambulatoires rédigée l'an dernier. Les informations indiquaient que le paquet appartenait à Enrique Ingles, un homme qui vivait à Valence et qui avait été traité pour une sorte de maladie vénérienne en 1992. Enrique Ingles était de toute façon le frère d'Antonio Ingles, libéré de prison en décembre. En plus d'être le fournisseur habituel de drogue et l'ancien ami de Miguel Ricard, un autre petit délinquant, Enrique Ingles, l'homme mentionné dans les documents de l'hôpital, n'était pas particulièrement dans le viseur de la police. Ils ont immédiatement pensé qu'il pourrait être impliqué dans le crime, mais leur attention s'est portée sur le frère d'Enrique, Antonio, et sur l'ami de son frère, Miguel. Les enquêteurs se sont focalisés sur la famille Angles, résidant à Catarroja, Espagne. Dans la maison, plusieurs membres de la famille d'Antonio ont été retrouvés, dont sa mère et ses frères. Alors que la police exécutait le mandat de perquisition, le futur principal suspect est arrivé. C'est à un moment donné, entre 19h et 20h, que Miguel Ricard est rentré à la maison. Il est très important de souligner que lorsque Miguel a vu la police chez lui, il n'a pas couru, il s'est simplement approché en marchant. Jusqu'à l'endroit où ils seraient ensuite tous arrêtés et transférés au poste de la garde civile le plus proche pour être interrogés. Aux alentours de minuit, la police a finalement commencé à interroger Miguel. Ils l'ont conduit dans une pièce avec plusieurs hommes en civil. Miguel Ricard leur a donné ses informations de base, comme son nom et le fait qu'il avait passé le mois de décembre en prison pour avoir volé un véhicule. Miguel a dit à ses enquêteurs qu'il conduisait une Opel Corsa blanche, une voiture qui correspondait vaguement à la description du véhicule dans lequel les filles avaient disparu. À partir de ce moment-là, la police s'est concentrée sur lui comme principal suspect. Ils ont mis la pression sur Miguel au sujet de son véhicule, lui demandant s'il l'avait déjà prêté à quelqu'un. Au début, Basilio a dit non, mais ensuite il a raconté qu'il l'avait prêté à son ami Antonio Ingles à quelques occasions. Avant que Miguel n'aille en prison, en décembre, il avait laissé sa voiture sous la garde de sa petite amie, surnommée la Loli. Alors, la police qui enquêtait sur Miguel s'est concentrée sur Antonio Ingles. Dans les déclarations de Miguel, il a souligné l'innocence d'Enrique Ingles, arguant que le frère cadet de son ami était inoffensif et qu'il ne pouvait blesser personne. Il a refusé de dire la même chose pour Antonio, admettant que lui, il était capable de commettre ce crime.
Cette déclaration a été officiellement qualifiée de déclaration volontaire, faite par Miguel Ricard Tarrega. Bien qu'il ait été détenu dans la maison des Angles, il n'avait pas été arrêté officiellement. La police s'est appuyée sur les incohérences des déclarations de Miguel Ricard pour prouver sa participation au crime. Au-delà de son comportement, les autorités étaient intriguées par certaines de ses réponses concernant son emplacement la nuit en question. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait le 13 novembre 1992, Miguel a continué d'affirmer qu'il était en prison. La police savait qu'il avait passé la plupart de décembre en prison pour vol de voiture, mais n'avait aucune preuve de son incarcération. Le vendredi où les filles ont disparu, un simple coup de fil à quelques gardiens de la prison a confirmé leurs soupçons. Les gardiens n'ont trouvé aucune trace que Miguel ait été là lorsque les filles ont disparu. Et sans alibi, cela suffit aux détectives. Aux alentours de 5h40 du matin, à Miguel Ricard, on a lu ses droits dans une cellule de détention et il a été officiellement accusé comme complice des meurtres de Myriam Garcia Iborra, Désiré Hernandez Folch et Tony Gomez Rodriguez. Dans son dossier d'arrestation, il déclare qu'il ne voulait pas témoigner et qu'il ne voulait pas d'avocat. Les deux refus changeraient dans les 24 heures suivantes. Une fois que Miguel Ricard est officiellement interrogé par la garde civile en tant que suspect, il change complètement sa déclaration. À ce stade, la police ne savait pas où les 3 filles avaient été assassinées. Alcácer. Elles avaient été retrouvées dans la région montagneuse de la Romana, mais la zone était étonnamment déserte. En ce qui concerne les preuves des meurtres, il n'y avait ni sang ni indice autour de la scène du crime qui indiquaient qu'elles avaient été tuées là. Le 28 janvier, tandis que Miguel Ricard était détenu, 6 médecins s'apprêtaient à autopsier les 3 victimes. Dirigés par les docteurs Fernando Verdu et Francisco Ross. Les corps ont été examinés dans l'ordre de leur découverte. Le premier corps, celui de Tony Gomez Rodriguez, a été le premier à être examiné. Elle était l'une des filles retrouvées sans la tête attachée au corps. Comme les autres victimes, Tony avait été attachée avec les bras dans le dos. C'est elle qui portait la montre que les apiculteurs de la Romana avaient repérée à l'origine, ce qui a conduit à la découverte des corps. Ces médecins ont constaté des signes de viol sur son corps, mais son hymen était intact. S'il y avait eu viol, il aurait sans doute été anal. Les médecins légistes ont attribué le décès à une balle dans le crâne. Ils sont ensuite passés au deuxième corps, celui de Désiré Herna de Folch. Ils l'ont aussi trouvé les bras attachés derrière le dos, l'un plié à un angle très anormal. Ses restes avaient été dévorés par un animal charognard, mais la majeure partie de ses vêtements était étonnamment intacte. Comme la première victime, sa tête a également été retrouvée séparée de son corps. Ils l'ont retrouvée sans chaussettes, ce qui a même paru étrange à sa famille. Ce qui a le plus surpris avec ce cadavre, c'est le fait qu'on avait enlevé un des mamelons de Désiré, apparemment avec une pince. Cet acte, présumé avoir été commis par l'un des meurtriers, ajoute un niveau supplémentaire de sadisme. Un examen des organes génitaux de la victime a révélé des signes de viol, à la fois vaginal et anal. Elle avait aussi été tuée d'une balle dans la tête, mais les blessures au torse suggéraient l'usage d'armes blanches. L'après-midi, les médecins ont examiné la 3e victime, Myriam Garcia Iborra. Comme désiré, Myriam a été retrouvée sans chaussettes. Une partie manquante et macabre du puzzle était la main droite de Myriam, que les enquêteurs n'ont jamais retrouvée. Et, contrairement aux 3 autres victimes, elle avait probablement subi une sorte de passage à tabac de la part de son ravisseur, car il lui manquait plusieurs dents. Comme le 2e corps examiné, elle présentait également des signes de multiples viols. Ses organes génitaux montraient des signes de déchirure. Alors que Miguel Ricard était déjà en prison, les médias ont envahi la Romana, Alcácer et toute la ville. Les corps n'étaient pas encore identifiés comme ceux des filles d'Alcácer, mais plusieurs vêtements semblaient en correspondre. Les familles des victimes se sont réunies à la mairie d'Alcácer, où des enquêteurs et des policiers les ont rejoints et ont confirmé que les cadavres étaient ceux des 3 filles. Quelques heures plus tard, presque tous les réseaux d'information régionaux se concentraient sur le crime, cherchant à obtenir des déclarations des familles.
Au cours des semaines et des mois suivants, les médias seraient présents pour diffuser chaque petit détail, peu importe à quel point il était effrayant ou obscène. Ils étaient là pour demander aux familles de Myriam, Désiré et Tony ce qu'elles ressentaient après avoir perdu une fille assassinée. Ils leur demandaient ce qu'ils ressentaient en découvrant les crimes commis contre leurs proches. Comment ont-ils décapité les 2 filles et comment l'une d'elles s'était-elle fait arracher un mamelon? Comment les 2 avaient les mains attachées, mais l'une d'elles n'avait plus une main? Une situation complètement incroyable, mais cela s'était-il vraiment passé ainsi? Et les gens consommaient-ils ce genre d'informations? Malheureusement, la police avait peu de preuves pour relier de manière crédible leur suspect au crime. Celui-ci possédait une voiture similaire à celle qui a été vue près du lieu de la disparition, et un papier portant le nom de quelqu'un de proche de lui a été retrouvé. La police s'est alors concentrée sur l'homme qu'elle avait en garde à vue. Miguel Ricard. Le 28 janvier, Miguel Ricard a avoué être impliqué dans les crimes. Sa confession a eu lieu vers minuit, presque une journée entière après avoir été initialement arrêté. D'après ce qui se dit, Miguel n'a pas été autorisé à manger ni à dormir pendant cette période. Dans cette confession que Miguel a ensuite signée, il donne aux enquêteurs une chronologie approximative de la façon dont ils avaient tous les 2 enlevé les filles. Dans sa première confession, Miguel dit qu'avec Antonio, ils ont emmené les 3 filles à un moment inconnu et qu'elles étaient volontaires. Ils auraient utilisé un autre véhicule, une Seat Honda bleue, marque espagnole très proche de l'ancienne Honda Civic. Cela contraste clairement avec la voiture utilisée par les présumés ravisseurs. Quoi qu'il en soit, Miguel a assuré qu'avec Antonio, il les avait conduites à la Romana. Pendant ce trajet d'environ 2 heures, les filles n'ont exprimé aucune inquiétude et ne se sont pas défendues. Un aveu peu sensé, manifestement, lors de leur arrivée dans une zone isolée de la Romana. Miguel avoue avoir eu une relation sexuelle avec Désiré, 14 ans, tandis qu'Antonio est parti avec les 2 autres filles. À ce stade de l'aveu, tout est consenti entre les filles et les 2 hommes plus âgés. Miguel a ensuite déclaré qu'environ 20 minutes s'étaient écoulées avant d'entendre 3 coups de feu au loin. À ce stade, la situation devient trouble. Il ne déclare jamais ce qui est arrivé à Désiré à ce moment-là, s'il l'a tuée ou si Antonio est revenu pour la tuer. Ensuite, avec les 3 filles mortes, les 2 hommes, apparemment, sont allés jusqu'à une maison voisine pour récupérer un tapis qu'ils ont utilisé pour envelopper les filles et les jeter dans ce puits fraîchement creusé. Des détails, loin d'être insignifiants. C'était l'hiver, ils n'avaient pas de pelle et il faisait complètement nuit. Ce ne serait que la première confession, quelque chose de difficile à prouver pour la police et les procureurs. Plus tard, cette confession, prise 24 heures après sa première arrestation, contredit complètement sa déclaration originale, obtenue sous la torture et les abus de la part de la garde civile espagnole. La police avait quelques problèmes importants entre les mains, car Antonio Anglès n'avait pas été vu officiellement depuis environ un an. De plus, de nombreux amis et membres de la famille d'Antonio ont déclaré aux enquêteurs qu'il était homosexuel. Cela signifiait que la police allait essayer de présenter ce crime d'une manière différente. Au lieu d'affirmer qu'Antonio avait commis les crimes par plaisir, ils ont dit qu'il l'avait fait parce qu'il détestait les femmes. Tout changeait constamment. Rien de ce qui était déclaré n'était pris avec le sérieux nécessaire. Après plusieurs rumeurs qui se concentraient sur la maison des Angles, il y a eu une présence policière accrue à cet endroit et ils ont emmené toute la famille pour les interroger. La police aurait reçu des appels signalant Antonio à divers endroits de la région. Vu chez le coiffeur le lendemain de sa quasi-arrestation, alors que Miguel Ricard était en prison. Après cela, il aurait été aperçu dans toute la région par des témoins oculaires. Ils ont ainsi créé l'histoire officielle d'Antonio Angles, fugitif recherché échappant à la police plus d'1 mois. Le 5 février, une semaine après l'arrestation et les aveux de Miguel Ricard, la police a déclaré qu'elle avait perdu la trace d'Antonio Anglès. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été retrouvé. La recherche d'Antonio Anglès s'étendant aux pays voisins et à Interpol, les enquêteurs accentuèrent la pression sur Miguel Ricard pour obtenir plus d'informations.
Miguel a avoué, mais il manquait certains détails crus, comme par exemple où les filles étaient mortes, comment exactement elles étaient mortes et comment les faits s'étaient déroulés. La plupart de ces détails sont apparus après la première autopsie, qui a omis de nombreux éléments. Et Miguel affirmerait avoir été frappé pour qu'il avoue, en se basant sur ce que la police savait à ce moment-là. Une chose évidente qui s'est produite, c'est que les aveux de Miguel ont radicalement changé lorsque les rapports de la deuxième autopsie ont été connus. Il savait que les filles avaient été violées, torturées et assassinées pendant ce terrible processus. Mais lors de la première autopsie, l'équipe chargée d'examiner les corps avait fait quelque chose d'impensable. Ils avaient nettoyé les corps avec de l'eau avant l'opération. Une grande partie des preuves médico-légales qui pouvaient être récupérées était littéralement partie dans les égouts. La personne derrière la deuxième autopsie, le docteur Luis Frontella Carreras, a critiqué cette enquête pour avoir endommagé de façon permanente une grande partie des preuves. Comme recueillir les cheveux trouvés sur les corps dans un seul récipient, effectuer des amputations inutiles et écarter des preuves qui auraient pu être utiles aux médecins légistes. Plus tard, comme les larves trouvées sur les cadavres. Cela pourrait entraîner d'importantes divergences dans la vérification des déclarations et la reconstitution de l'événement. Cela empêcherait de connaître la vérité sur ce qui s'est passé, a déclaré le docteur Carreras. Cette seconde autopsie a été réalisée le 29 janvier, juste un jour après la première. Elle a duré environ jusqu'à 21h30. D'autre part, Miguel Ricard ferait de nouveaux aveux seulement quelques heures plus tard, lors de sa deuxième confession. Miguel a fourni énormément d'informations qui ont aidé les enquêteurs à mieux reconstituer ce qui s'était passé. Entre l'enlèvement des filles à Picassant et leur éventuelle inhumation à la Romana. Dans sa confession, il a expliqué comment ils avaient récupéré les filles à Picassant vers 20h, puis les avaient conduites à la Romana. Antonio, apparemment, avait frappé l'une d'elles à la bouche avec la crosse d'un pistolet, lui cassant les dents. Cela contredit totalement ce qu'il avait dit la veille, affirmant que son voyage à la montagne s'était bien passé. La deuxième confession de Miguel indiquait aussi qu'ils étaient allés dans un lieu inconnu pour violer et torturer les filles. Cela concorde avec le fait que les filles avaient été enterrées à la Romana, mais qu'elles avaient été tuées ailleurs. La police ignorait toujours le lieu, d'où l'absence de cette information dans la confession de Miguel. Beaucoup de détails de la première confession avaient changé. Il ne conduisait plus un véhicule bleu, mais l'Opel Corsa blanc. Plutôt que de chercher un puits pour enterrer les filles, ils ont apporté une houe et un râteau pour le creuser. Des propos très différents de la première déclaration, mais paradoxalement similaires à ceux de la police. Cela s'est poursuivi durant les diverses confessions de Miguel. En 1993, les tests acides désoxyribonucléiques étaient moins courants qu'aujourd'hui. Lors de la seconde autopsie, l'équipe médico-légale a trouvé 15 cheveux sur les corps des filles. Presque tous avaient la consistance de poils pubiens et ont été retrouvés sur ou autour des 3 corps. Pour ajouter encore plus d'imprudence, les vidéos de ces 2 premières autopsies ont disparu. Ce serait une autre erreur importante à laquelle l'équipe d'enquête a dû faire face. Pendant que Miguel Ricard poursuivait ses aveux et travaillait dans une cellule de la prison, le principal suspect recherché par la police, Antonio Anglés, laissait des preuves à différents endroits. Et je dis « laissait des preuves » parce que, littéralement, c'est ce que cela semblait être. Apparemment, la police a reçu des informations selon lesquelles, dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Miguel, et des proches par la police. Antonio a été aperçu à Catarroja par plusieurs témoins. D'abord, par un chauffeur de taxi qui a emmené Antonio de sa ville natale de Catarroja jusqu'à la ville voisine de Turis. Et, deuxièmement, par un coiffeur qui a signalé qu'Antonio était en train de se teindre les cheveux. Apparemment, on l'avait vu avec les cheveux blonds décolorés et il était en train de revenir à une couleur plus foncée et moins remarquable. Ce soir-là, Antonio a tenté d'obtenir une chambre, mais l'employé l'a refusé après l'avoir reconnu comme Antonio Anglés. À ce moment-là, c'était l'un des hommes les plus recherchés de toute l'Espagne, donc il était logique qu'il ne puisse pas s'enfuir sans problème. Et encore moins se présenter sous son propre nom. Cependant, lorsque la police est arrivée sur les lieux, Antonio était déjà parti.
Cela deviendrait le sujet central pendant le mois suivant. La police affirmait être sur sa trace, toujours sur le point de l'arrêter, en raison de la quantité de preuves qu'il avait laissées. Mais il avait toujours une longueur d'avance sur eux. Après s'être vu refuser l'entrée à l'auberge au nord de Turis, Antonio serait allé dans un lieu souvent partagé avec ses frères et Miguel Ricard. Les journalistes appelaient cet endroit une cachette. Plus tard, la police a émis l'hypothèse que c'est là que les 3 filles avaient été torturées, violées et assassinées, bien qu'aucune preuve physique ne les reliait à cet endroit. Le 6 février, un chauffeur routier l'a trouvé à la station de Sativa à Valence, un jour après que la police ait déclaré ignorer sa localisation. Apparemment, il avait changé d'apparence. Au lieu d'être soigné et ordonné, il arborait un visage griffé, avec une barbe de plusieurs jours. Il était aussi devenu agressif. Dès lors, on disait qu'il voyagerait comme passager clandestin dans les conteneurs de fret des semi-remorques. De nombreuses théories et déclarations infondées sont apparues, prolongeant les recherches. À un endroit, ils ont trouvé les affaires d'Antonio, mais ce n'était que cela. De nombreux enquêteurs ont théorisé dans les années qui ont suivi que cela n'était qu'une autre tentative de la police pour essayer d'incriminer Anglès pour les crimes. Les photos prises par Antonio lui-même semblaient avoir été placées sur la scène. Cela a même conduit la presse à détenir sa prétendue photo la plus récente. Il avait les cheveux décolorés et les rumeurs le reliaient à une photo d'un mannequin masculin. En Amérique du Sud, plus précisément, un mannequin argentin ressemblant au criminel. Presque un mois s'est écoulé et la police continuait de chercher une trace du fugitif. Tout cela devenait un mythe. On savait seulement qu'il s'était enfui comme passager clandestin sur un navire international. L'équipage l'avait découvert alors qu'ils approchaient de l'Irlande, et c'est à ce moment-là qu'Antonio aurait apparemment sauté du navire dans l'océan. Tout cela a été déclaré de manière formelle, rien n'a été inventé par la presse. Peut-être que cela a été inventé par les autorités, mais pas par la presse. Les rumeurs ont continué à poursuivre la famille anglaise pendant des décennies, et des théories ont émergé selon lesquelles Antonio aurait été vu au Brésil et même à Miami, en Floride. Il faudra des années avant que Miguel Ricard ne soit jugé pour les graves accusations portées contre lui. Miguel a précisé que l'arme apportée était un pistolet de 9 mm qu'Antonio avait obtenu illégalement et utilisé lors de plusieurs vols. L'arme était impossible à tracer et elle était également liée à d'autres crimes violents. Au cours de cette confession, Miguel a fourni un résumé plus détaillé des agressions contre les 3 filles qui auraient apparemment eu lieu dans les ruines abandonnées à proximité où les corps ont été découverts. La Guardia Civile avait envisagé que la cachette de Catarroja du frère Los Angeles soit le lieu du meurtre. Mais à ce stade, une inspection des lieux n'a fourni aucune preuve qu'un crime y ait eu lieu. Par conséquent, il semble qu'ils aient commencé à se contenter des aveux de Miguel selon lesquels les meurtres avaient eu lieu dans ces ruines. Il est important de noter que, pendant cette confession, des failles ont commencé à apparaître dans l'histoire que les déclarations précédentes de Miguel avaient élaborées. Il a affirmé qu'après avoir aidé Antonio à kidnapper les 3 filles et à les emmener à la Romana, il était présent lors du viol brutal et des abus. Pendant cette période, les 3 filles ont été attachées et violées non seulement par Antonio, mais aussi par Miguel, qui aurait été forcé par Antonio sous la menace d'une arme à feu. Lorsqu'il n'a pas pu agir sexuellement, Antonio a utilisé un bâton pour abuser des victimes. Ensuite, ils sont allés dans la ville de Catadao, ont visité un établissement connu sous le nom de El Parador, où ils ont mangé et bu quelque chose, puis sont retournés aux ruines de la Romana, où les filles étaient encore en vie, attachées et captives. La déclaration, crue et froide, décrit que la nuit s'est terminée avec Miguel et Antonio utilisant une pioche et une houe pour creuser le trou dans lequel les 3 victimes allaient être enfermées. Le bar où Miguel dit être allé cette nuit-là a offert une piste intéressante au procureur Enrique Beltran. Selon Miguel, il était physiquement plus près du crime, mais cela a aussi embrouillé la chronologie. Surtout parce que Miguel a affirmé y avoir été avant que les filles n'aient possiblement été assassinées.
Quoi qu'il en soit, ils ont poursuivi le procès alors qu'ils n'avaient toujours pas d'armes du crime, de scène de crime, ni de preuves médico-légales liant un quelconque suspect. Le vendredi 9 mai 1997, Fernando Garcia, le père de l'une des victimes, Myriam Garcia Iborra, et porte-parole désigné des familles, a demandé le report du début du procès. Cela s'est produit quelques jours avant le début du procès, mais Fernando a supplié les tribunaux de le retarder afin de permettre la réalisation de tests acides désoxyribonucléiques supplémentaires. À ce stade, Fernando s'était impliqué avec le célèbre criminologue et auteur du livre Crime véritable, Juan Ignacio Blanco, qui avait animé des émissions de débat consacrées à des affaires criminelles et travaillé sur des articles pour plusieurs journaux traitant du même sujet. Juan Ignacio Blanco avait commencé à enquêter sur l'affaire des filles d'Alcácer pour son travail, mais elle capta bientôt toute son attention. Comme je l'ai dit précédemment, Fernando avait quitté son travail après la disparition des filles, pour organiser sa propre recherche. 75 jours plus tard, il avait voyagé à l'étranger pour raconter son histoire à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Quand les corps des 3 filles ont été retrouvés, il était au Royaume-Uni, prêt à parler avec la British Broadcasting Corporation. 4 ans plus tard, il était encore plus blindé par l'affaire. En 1997, son mariage était en ruine et sa propre épouse frappait à la porte de la mort. La mère de Myriam avait lutté contre un cancer du foie. Malgré tout, Fernando poursuivait sa lutte pour la vérité. Il avait fait pression sur l'affaire pendant des années et avec le procès si proche, il voulait s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur de calcul. Il a retardé l'affaire pour s'assurer que la police ait examiné toutes les pistes avant de lancer un procès pénal. Surtout, il avait commencé à douter du rapport officiel de la police. En septembre 1996, Fernando Garcia avait eu accès au dossier de la police, qui détaillait l'enquête du début à la fin. En partageant ces dossiers avec Juan Ignacio Blanco, ils ont commencé à saisir la complexité de l'affaire. Ils se sont rendus compte que la police n'avait rien contre Miguel Ricard, à part quelques preuves circonstancielles qui ne valaient pas grand-chose, et des aveux que Miguel affirmait avoir été obtenus sous la contrainte. Fernando avait fait pression non seulement pour retarder le procès, mais aussi pour élargir la portée de l'enquête. Il doutait que Miguel Ricard et Antonio Anglès aient agi seuls dans le crime. Il n'était pas encore sûr de leur culpabilité, mais il a émis l'hypothèse qu'ils faisaient peut-être simplement partie de quelque chose de plus vaste. Peut-être qu'ils n'étaient que des idiots préparés pour avoir l'air coupables, au sein d'une organisation criminelle plus vaste qui avait enlevé les filles et les avait remises à des personnalités plus influentes. Fernando Garcia était sûr que la police ne voyait pas toute l'histoire. Entre janvier et juillet 1997, Fernando est apparu dans plusieurs émissions de radio et de télévision, souvent accompagné de Juan Ignacio Blanco. Tous deux parlaient librement de leurs idées sur l'affaire. Miguel peut être coupable, mais lui et Antonio Anglès n'ont certainement pas agi seuls. Il y avait de hauts responsables du gouvernement impliqués, peut-être même des élus ou des membres des forces de l'ordre, disait-il à la télévision espagnole. Ils ont accusé des personnes spécifiques, des politiciens et des membres estimés de la société qui avaient été poursuivis par des rumeurs d'irrégularité pendant des années. Fernando a même accusé d'incompétence l'équipe qui avait procédé à l'exhumation des corps, en particulier 4 membres de la garde civile espagnole. Il a déclaré qu'ils avaient perdu des preuves cruciales pour l'affaire. Fernando a accusé le procureur général Enrique Beltrán d'être paresseux et complaisant et de ne poursuivre que Miguel Ricard parce que cela lui était égal. Cela a provoqué un grand émoi au sein de la communauté et a eu des répercussions par la suite, tant pour Fernando Garcia que pour Juan Ignacio Blanco. Par ces accusations, Fernando Garcia a divisé les familles des victimes. Les parents de Tony Gomez Rodriguez ont soutenu ces démarches pour retarder le procès et réunir davantage de preuves médico-légales, mais sont restés plutôt neutres. Cependant, les parents de Désiré Hernández Folch n'ont pas été très communicatifs quant aux souhaits de Fernando Garcia. En fait, la mère de Désiré, Rosa Folch, s'est activement opposée à Garcia et à ses revendications. Rosa Folch disait que la police avait le droit de le faire.
et que Miguel Ricard, qui est maintenant en prison depuis plus de 4 ans, devrait avoir son jour devant le tribunal. Lorsque Fernando Garcia a décidé de lancer une campagne de collecte de fonds en juillet 1997, appelée Filles d'Alcácer, Rosa Folch s'y est opposée. Elle ne voulait pas que l'image ou la ressemblance de sa fille soit associée à l'enquête parallèle de Fernando Garcia. Elle a exigé que cet effort de collecte de fonds cesse. Avec Juan Ignacio Blanco. Puis, quand Blanco a publié, que s'est-il passé à Alcácer? Toutes les clés d'un triple meurtre qui a bouleversé l'Espagne. Cela a suscité beaucoup de polémiques tellement que le livre a été retiré de la circulation sur ordre d'un juge. Rosa Folch est aussi devenue critique sur ce sujet. Plus de détails sur ce livre suivront. Fernando Garcia a voulu retarder le procès à cause des nouvelles informations du docteur Luis Frontela Carreras. Le docteur Frontela avait remarqué que le morceau de moquette dans lequel les filles avaient été enterrées, souvent appelé le tapis, contenait de l'acide désoxyribonucléique non testé. Cela signifiait qu'il semblait y avoir des taches de sang et de sperme sur le tapis, dont aucune n'avait été analysée par un médecin légiste. Le docteur Luis Frontela n'avait pas pu analyser le tapis à la recherche de fluides corporels avant cette période, car la technologie n'était tout simplement pas prête à être utilisée. Cependant, toutes les demandes du père tomberaient dans l'oreille d'un sourd. Le lundi 12 mai, Miguel Ricard verrait enfin l'intérieur d'une salle d'audience, plus de 4 ans après avoir été arrêté. Le procès était initialement présidé par Mariano Tomás Benítez, juge éminent impliqué dans d'importants processus législatifs et pénaux. Le ministère public, dirigé par Enrique Beltrán, a remis en question la nature de Miguel pendant le procès. Ils ont dit qu'il était complice d'Antonio Angles, le principal responsable. Dans ses aveux, il affirmait toujours agir sur ordre d'Antonio et être trop effrayé pour l'interroger. Après sa première arrestation, un avocat commis d'office lui a été attribué, mais durant l'année judiciaire, il a changé 7 fois d'avocat. Son dernier représentant, Manuel López Almanza, nommé le 7 janvier 1997. C'était presque 5 ans après la découverte des corps et à peine 4 mois avant le début de l'un des plus grands procès de l'histoire espagnole. À l'époque, López Almanza était l'avocat de Miguel. Il a dû examiner plus de 8000 documents liés au procès, parmi lesquels d'innombrables avis d'experts. Les propres aveux de Miguel, toutes pièces à conviction et les dossiers de police eux-mêmes qui s'étaient accumulés pendant une demi-décennie. Le procès a duré presque 3 mois. L'une des parties les plus importantes fut lorsque la défense a souligné que la seule preuve reliant Miguel et Antonio au crime était un dépliant d'un hôpital voisin portant le nom d'Enrique Angles. Aucune vidéo ni photo de la scène du crime n'a été prise. Les premiers intervenants ont rassemblé et photographié les preuves en un seul lieu. Ils soutenaient qu'étant une zone sauvage et isolée, le vent y soufflait dans tous les sens. Aucun morceau de papier qu'il se soit trouvé à l'endroit où les 3 filles ont été enterrées ou autour ne serait resté au même endroit. Les gens étaient allés voir cette zone dans les années qui ont suivi et avaient essayé de voir jusqu'où les morceaux de papier pouvaient aller, dans les collines de la Romana. Presque tous ont signalé leur disparition ou qu'ils les avaient retrouvés à des centaines de mètres de distance. Il était très peu probable que ce pamphlet, retrouvé sur la scène du crime, y ait été placé à l'origine. Une question du procès portait sur les vidéos d'autopsie. La première vidéo a été montrée sans son devant l'église, à la demande du docteur Luis Frontela Carreras, expert médico-légal. Ce film avait été réduit à environ 22 minutes. La procédure, impliquant 3 victimes, a duré plusieurs heures, mais seules 20 minutes ont été présentées comme preuve. C'était l'autopsie ratée, qui avait mal géré les preuves, et avait été réalisée de la même manière là. La vidéo de la seconde autopsie, aussi abîmée que la première, a ensuite été montrée. Des rapports signalent que la vidéo a été accélérée et comporte plusieurs extraits répétés de la première autopsie. Cela dit, une grande partie de ces informations provenaient de seconde main, transmises par ceux qui se trouvaient derrière ces portes closes pour visionner les vidéos. Les autopsies consistaient presque entièrement en des preuves physiques. Sans elles, le parquet n'avait rien sur quoi s'appuyer. Ensuite, les aveux de Miguel ont été mis en scène pour établir le dossier du parquet.
Enrique Beltran a géré les différentes confessions et les a utilisées pour montrer à quel point l'accusé était peu fiable. Ses déclarations changeaient sans cesse, ajoutant toujours quelque chose à chaque témoignage. Miguel a affirmé ouvertement que les confessions avaient été obtenues sous la contrainte et que la Guardia Civil avait menacé lui et sa fille. Mais cela sembla avoir peu d'impact sur le juge et le jury. Le procès s'est achevé le 30 juillet 1997. Le public attendait avec impatience de connaître le sort de Miguel Ricard, révélé après plus d'un mois. 36 jours plus tard, le 5 septembre 1997, le magistrat Mariano Tomás Benítez a prononcé une peine de 170 ans contre Miguel Ricard, après que l'accusation ait prouvé sa culpabilité. Les différents délits pour lesquels il a été reconnu coupable étaient l'enlèvement, le meurtre, le viol, l'agression sexuelle, la possession illégale d'une arme à feu et la dissimulation du crime. La longue sentence rédigée par le magistrat Tomás Benítez avait également tout fait pour enterrer les efforts du père de Myriam, Fernando Garcia, qui cherchait à retarder le procès et à mener une enquête parallèle afin de trouver d'autres suspects. Il faut noter que Fernando était devenu un critique public de l'enquête. Après avoir eu accès au dossier de la police, dans la seconde moitié de 1996, il s'était rendu compte du peu de preuves que la police avait contre Miguel. Le procès, où toutes les preuves de sa culpabilité ont été présentées, l'a démontré. Son alliance avec Juan Ignacio Blanco, criminologue et expert en crime, ne finirait pas de sitôt. Fernando a remis les dossiers de la police à Juan Ignacio Blanco pour qu'il les utilise. Un prochain récit sur l'affaire qui aboutirait 1 an plus tard. Le livre « Que s'est-il passé à Alcácer » est sorti en mai 1998. Il est devenu un sujet incroyablement clivant, car il incluait des détails tirés des dossiers de la police, y compris des photos des 3 corps. Il contenait plusieurs preuves inédites et critiquait fortement le dossier du parquet. Rosa Folch, la mère de Désiré, avait critiqué Fernando Garcia pendant plusieurs années. Elle s'est opposée à lui, puis, après la sortie du livre, a porté plainte contre l'auteur. En août 1998, le gouvernement espagnol a ordonné le retrait et la destruction de tous les exemplaires du livre, mais il en reste encore quelques copies. Il faudrait se demander pourquoi le gouvernement espagnol a ressenti le besoin d'être aussi strict avec l'interdiction de ce livre. Après tout, il n'y a eu aucun procès pour décider du sort du livre. Des rumeurs ont constamment suivi Rosa Folch selon lesquelles elle aurait conclu un accord avec Juan Ignacio Blanco pour une somme d'argent, mais le montant n'aurait pas été révélé. En 2002 ans après le retrait du livre des rayons, Juan Ignacio Blanco a été condamné à payer une amende de près d'$1 million pour les accusations qu'il avait portées contre le procureur général. En plus de l'amende, il a versé $1 million à Enrique Beltran. Il déclarera plus tard avoir donné les gains à la collecte de fonds locale. Au-delà des conflits internes, les parents des 3 victimes ont lutté pour aller de l'avant après les meurtres brutaux de leur fille. Fernando Garcia, qui avait été désigné porte-parole officieux des familles, est devenu veuf à peine 1 an après le procès. Mathilde Iborra, mère de Myriam et épouse, est morte d'un cancer du foie en 1998. Il a continué sa carrière, ouvert un magasin de matelas prospère à Alcácer et élevé ses 2 enfants. Il s'est remarié et a eu une autre fille, Lucia. Rosa Folch, mère de Désiré, est aussi devenue veuve. En juin 1994, 1 an après la découverte des 3 filles, le père de Désiré, Vicente Hernandez, est mort. Rosa a continué à vivre et travailler seule. Fernando Gomez et Luisa Rodriguez, les parents de Tony, s'étaient abstenus d'être au centre de l'attention. Ils ont d'abord soutenu Fernando Garcia pour retarder le procès et vérifier les faits, mais l'ont finalement rejeté. Ils gardaient un grand portrait de Tony dans leur salon pour que le reste du monde puisse le voir et se souvenir de lui, mais ils ne voulaient pas traîner toute leur famille dans la boue des déclarations publiques. Le père de Tony, Fernando, a intenté une action en justice au nom des 3 familles. La plainte déposée par Rosa Folch en 2005 était dirigée contre l'État pour avoir permis à Antonio Angles d'obtenir une permission de sortie de 6 jours de prison en 1992. Sans cette permission,
il n'aurait pas pu commettre le crime contre les 3 victimes. Et malgré la volonté d'éviter la plainte, l'État avait utilisé Antonio Anglès comme bouc émissaire lors du procès contre Miguel Ricard, ce qui les a obligés à payer. Chaque famille a reçu plus de 300 000 € de l'État, mais cela ne compensait pas la perte de leur fille. L'affaire ne serait pas close avec cette somme d'argent, du moins pas pour Fernando Garcia. En 1997, il lança une campagne médiatique avec Juan Ignacio Blanco pour élargir l'enquête. Durant cette campagne, ils ont accusé plusieurs personnalités publiques d'implication présumée dans un culte. La liste inclut plusieurs dirigeants politiques et chefs d'entreprise. Ils ont nommé ces personnalités spécifiquement à la télévision nationale. Il y avait parmi eux des gouverneurs civils, des secrétaires d'État, des présidents directeurs généraux, des officiers supérieurs de la garde civile, etc. Ils ont affirmé que Miguel Ricard pourrait être impliqué dans ce groupe comme un sbire. Peut-être a-t-il récupéré les filles ou s'est-il chargé des corps. Mais il n'avait définitivement pas agi seul. Ils ont également émis l'hypothèse qu'Antonio Anglès, connu à Catarroja comme un trafiquant de drogue, avait probablement aussi participé à l'enlèvement des filles. Mais il n'est pas resté plus longtemps. Il pensait que toute son évasion à travers l'Espagne et le Portugal pour embarquer clandestinement sur un bateau était une invention du gouvernement espagnol. Cette histoire prendrait un tournant encore plus important lorsque Juan Ignacio Blanco commença à parler ouvertement d'un prétendu matériel où apparaîtraient les 3 victimes. Cette vidéo a été remise à l'auteur du livre par un pasteur d'Alcácer, qui a également pris contact avec Fernando Garcia. Selon ces 2 personnes, le pasteur avait parlé avec quelqu'un impliqué dans le crime, qui s'est senti coupable dans les années qui ont suivi et s'est vu obligé d'avouer. Cette cassette snuff apparaît en même temps qu'une lettre de 1999. Envoyée aux médias espagnols, dénonçant le procès comme une supercherie. La vidéo montrait apparemment Désiré Hernández Folch torturé et tué par au moins 4 personnes identifiables. Blanco a affirmé avoir remis une copie de la cassette au ministre de l'Intérieur espagnol. Si cette vidéo existait, on devrait se demander pourquoi rien n'en est sorti. Les médias espagnols avaient fait un bon travail en présentant Juan Ignacio Blanco comme un théoricien du complot fou et Fernando Garcia à ses côtés. Juan Ignacio Blanco a menacé de publier la vidéo d'une manière évitant des poursuites, mais on ignore si ce serait via le dark web. Mais les rumeurs concernant la cassette ont continué d'alimenter l'idée qu'il y a une conspiration derrière le meurtre des 3 victimes. En juin 2009, après des années d'accusations et de théories, Fernando Garcia et Juan Ignacio Blanco ont de nouveau eu des ennuis. Les 2 ont été des figures marquantes dans un documentaire télévisé sur le procès de Miguel Ricard. Pendant tout le documentaire, ils accusaient le procureur en chef Enrique Beltrán d'avoir conspiré avec des hauts responsables pour faire échouer l'affaire. Ils ont aussi déclaré que le parquet avait une vision précipitée et fausse de Miguel Ricard. Fernando Garcia doit verser près de 300 000 € à plusieurs personnes. 4 membres de la Guardia Civil, 4 médecins légistes et Enrique Beltrán ont chacun reçu 30 000 €. Ici, l'affaire a pris un nouveau tournant. En collaborant avec Fernando Garcia et diffusant ses théories dans ses ouvrages, Juan Ignacio Blanco a reçu les mêmes amendes et obligations financières et a aussi écopé de 2 ans de prison pour avoir diffusé des théories sur l'accusation. Le parquet avait initialement tenté de condamner Blanco et Garcia à des peines de 16 ans, mais le tribunal a fait preuve de clémence envers les 2. Cette sentence avait encore plus troublé l'enquête, que beaucoup jugent close depuis le début. Les seules figures ayant critiqué l'avis de la Guardia Civil et du parquet ont fait face à de lourdes amendes et à des peines de prison. Beaucoup y ont vu une déclaration très stoïque et cruelle du gouvernement espagnol, que si l'on critique le récit officiel, on recevra la même récompense injuste. Malgré tout, Juan Ignacio Blanco n'était pas resté silencieux avec ses accusations dans les années qui ont suivi. Malgré sa condamnation à la prison, il était resté un criminologue de renom. Il a même fondé son propre site web pour archiver les activités criminelles, Criminalia, où les dossiers des meurtriers sont archivés et conservés pour un usage public.
En 2013, Blanco continuait à évoquer ouvertement la vidéo snuff qu'il détenait, montrant la torture et le meurtre de Désiré Folch. Il affirmait que ce n'est pas quelque chose dont on parle à la légère. Il disait que la vidéo avait été un tournant dans sa vie et l'avait profondément changé. Il voulait le libérer pour obliger le gouvernement espagnol à agir, mais il était simplement menotté. Lors d'une de ses interviews, réalisée par l'émission de radio Lumières et Ombres, que l'on peut encore trouver aujourd'hui sur YouTube. Il a expliqué qu'il ne montrait pas cela car ceux qu'il dénoncerait pourraient en faire disparaître sa famille et lui. Seul le temps dira si le travail de Juan Ignacio Blanco et Fernando Garcia aura un impact sur un changement. Chacun d'eux a mis son sang, son temps, sa sueur et ses larmes pour découvrir la vérité sur qui a assassiné les 3 filles d'Alcácer. Mais ils n'ont obtenu que de la publicité régionale et des revers financiers. Cependant, l'année 2013 allait apporter d'autres surprises pour l'affaire. Miguel Ricard pourrait-il sortir de prison ? Avant d'expliquer comment Miguel Ricard est devenu libre, je dois d'abord présenter brièvement la doctrine Paro. L'Espagne appartient à l'Union européenne, qui a diverses lois sur les peines. En gros, pendant des décennies, la durée maximale qu'un prisonnier espagnol pouvait passer en prison était de 30 ans. Dans les années 1990, après la condamnation du terroriste Henri Paro, l'Espagne a décidé que les criminels violents purgeraient toute leur peine en prison. Pour Miguel Ricard, cela impliquerait qu'il finirait sa vie en prison. En 2013, un détenu espagnol a saisi les tribunaux européens qui ont condamné l'Espagne. Ils ont donc affirmé que garder un détenu en prison plus de 30 ans était une peine cruelle et inhabituelle. Avec une peine ayant une fin, les détenus pouvaient devenir rebelles, violents et cruels, non seulement entre eux, mais aussi envers le personnel responsable de leur bien-être. En octobre 2013, l'Espagne faisait face à un vrai problème. Des centaines de prisonniers devaient être libérés immédiatement et un plan devait être élaboré pour assurer leur libération progressive et sécurisée. Miguel Ricard faisait partie des prisonniers à libérer. Il avait passé plus de 20 ans en prison, arrêté pour la première fois en janvier 1992. Il semblait être un individu complètement différent. Son apparence jeune, mâchoire ciselée et cheveux abondants avait fait place à un homme corpulent, chauve et barbu. Miguel Ricard a retrouvé la liberté le 29 novembre 2013. Il portait une veste blanche avec une cagoule qui couvrait son visage. À sa sortie de prison, il n'a pas retrouvé ses proches, mais une foule de journalistes attendait ses premières déclarations. Il a refusé de parler et s'est dirigé vers une gare proche. En utilisant une partie des gains qu'il avait obtenus en travaillant en prison, environ 2000 €, il a pris un train pour une ville voisine et il est descendu avant sa destination avec le billet. Il est monté dans une voiture où 2 inconnus l'attendaient et s'est dirigé vers Madrid. Miguel a donné une seule interview téléphonique à une radio d'information après sa libération, affirmant son innocence des crimes pour lesquels il avait été condamné. Il a dénoncé les crimes contre les 3 adolescentes comme un outrage et accusé le parquet de lui avoir tendu un piège. Miguel n'a pas reçu un accueil chaleureux après sa libération. Après tout, il avait passé la moitié de sa vie derrière les barreaux et il était considéré comme l'homme le plus détesté d'Espagne. Les gens l'éloignaient de leurs établissements et chaque fois qu'on le reconnaissait, il faisait face à des moqueries et des insultes. Miguel est resté hors du réseau dans les années qui ont suivi. À ce jour, personne n'a d'idée précise sur l'endroit où il se trouve. Il n'y a que des rumeurs, mais des preuves continuent d'apparaître sur les lieux des faits. En 2017, lors de l'enregistrement d'un épisode de l'émission ETV Le Lecteur d'Os, dédié au 25e anniversaire du crime, le prestigieux anthropologue légiste Francisco Echeverría a trouvé une prémolaire humaine près de la fosse du crime. L'anthropologue lui-même a déclaré « Je n'ai aucun doute que cela appartient à l'une de ses filles ». De plus, la garde civile a également supposé que la dent appartenait à l'une des victimes assassinées. Cependant, les biologistes n'ont pu extraire de acide désoxyribonucléique, donc rien n'a été confirmé. Par ailleurs, une des récentes nouveautés sur l'affaire vient d'un couple se promenant près du lieu du crime. Le 24 juin 2019, ces personnes ont trouvé des restes osseux.
Au total, il y avait 4 os. Le premier se trouvait à la surface, tandis que les 3 autres sont apparus en remuant la terre avec un bâton. Le couple a enveloppé les os dans du papier aluminium et les a remis à la garde civile d'Oliva. Bien qu'au début on ait pensé que les os pouvaient être des fragments de pattes d'un animal, l'Institut de médecine légale de Valence et le médecin légiste Francisco Echeverria ont conclu qu'il s'agissait de 4 phalanges humaines. On suppose qu'il pourrait s'agir d'os qui ont été oubliés lors de l'enlèvement des cadavres en 1993. Le juge Alcira doit décider si une analyse acide désoxyribonucléique des os permettra d'identifier l'une des filles. Peut-être est-ce lié à la main droite absente de Myriam, mais rien n'est certain. Aujourd'hui, les meurtres de Tony, de Désiré et de Myriam sont considérés comme techniquement résolus. Mais malgré cela, l'un des principaux suspects n'a pas été condamné, et l'autre n'a pas été vu officiellement depuis plus de 25 ans. Les preuves retrouvées avec les 3 victimes indiquent un scénario que le parquet n'a pas examiné. Comme déjà mentionné, 15 cheveux ont été retrouvés sur les 3 corps. Les tests acides désoxyribonucléiques ont comparé ces cheveux à ceux de Miguel Ricard et Antonio Angles, mais deux n'ont révélé aucune correspondance. Cependant, les analyses ont révélé au moins 7 individus différents dont l'acide désoxyribonucléique n'était pas présent dans la base médico-légale de la garde civile espagnole. Cela n'a pas été fait car le dossier était déjà résolu techniquement. Antonio Anglais est en fuite en ce qui concerne les tribunaux valenciens et il est le seul suspect encore impliqué dans les meurtres des 3 victimes d'Alcácer. Au fil des décennies après le meurtre, plusieurs personnes et organisations ont été accusées. Comme il y a plusieurs années, beaucoup continuent de croire que Miguel Ricard et Antonio Angles ont agi seuls dans l'enlèvement et le meurtre des 3 victimes. Cependant, les preuves ont démontré qu'il y avait d'autres hommes impliqués, indépendamment de la version présentée par le parquet dans cette affaire. Ainsi s'achève la longue enquête sur l'affaire des filles d'Alcácer. J'espère que la vidéo vous a plu, elle nous a pris beaucoup de temps à faire. L'enquête, le tournage et le montage. Cela fait plus d'1 mois que nous y travaillons. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser un like et de le partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez regarder cette vidéo en particulier sans censure et sans publicité, en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Je suis Magnus Mephisto, on se reverra sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir!